La première chose que Léo entendit en rentrant chez lui ne fut pas rassurante. Rien. Un silence lourd et pesant semblait régner, alors que tous les signes pointaient vers le contraire. La voiture de son père était garée dehors, et sa mère ne lui avait pas dit qu'elle allait sortir. Alors pourquoi n'entendait-il rien? Pourquoi la télévision était-elle éteinte alors que, lorsqu'il rentrait, elle avait tendance à être allumée? Ses parents dormaient-ils? Puis il entendit la voix de sa mère provenir de la salle à manger, faible et triste. Léo? Quelque chose n'allait vraiment pas. Il se dépêcha d'enlever ses chaussures et marcha d'un pas rapide vers la pièce, où il vit sa mère en larmes et son père cachant son visage. Il resta figé dans l'encadrement de la porte, ne sachant quoi dire. On est mal, très, très mal. Elsa craqua. Léo se précipita vers la table pour s'asseoir sur la chaise la plus proche de sa mère, s'assit et posa son bras maladroitement sur ses épaules. De l'autre, il tenta d'atteindre son père, qui ne bougea pas d'un pouce. Son visage était toujours dissimulé par ses mains. Au bout d'une trentaine de secondes qui paraissaient bien plus longues, Hugh se redressa, puis expira longuement. Ses yeux étaient rouges, signe qu'il avait pleuré devant sa femme, mais le fait qu'il s'était ressaisi et qu'il réussit à parler calmement montrait à Léo qu'il n'avait pas l'intention de lui révéler ses faiblesses. Les Davis étaient des hommes fiers et rares, étaient les personnes à les avoir vus dans des situations où ils montraient véritablement leurs émotions. Le commissariat va nous laisser partir à la fin du mois. On va recevoir des indemnités de départ, mais je ne pense pas que l'on sera en mesure de tenir bien longtemps. Le garçon avait du mal à imaginer la situation. Ses pensées alternaient rapidement entre le positif et le négatif, au point qu'il ne savait pas s'il devait sourire, pleurer ou hurler. La seule pensée claire qui lui traversa l'esprit fut « Au moins, personne n'est mort ». Longtemps, il hésita entre dire quelque chose ou se taire. Léo savait que la moindre phrase mal placée blesserait profondément son père, et il ne souhaitait pas aggraver la situation. Il attendit que quelqu'un dise quelque chose, mais la minute qui suit fut la plus inconfortable qui soit. Hugh regardait le plafond d'un regard vide, Elsa continuait de pleurer en silence, et Léo ne put qu'observer la scène, impuissant. Le silence fut enfin interrompu lorsque Hugh se mit à rire nerveusement. Il lança un regard malicieux à son fils, puis dit « J'espère que tu n'as pas peur des sacrifices et des pâtes, on risque d'en bouffer. » Léo ne sut comment réagir. Il imaginait bien que son père essayait de trouver une façon de voir les choses du bon côté, mais il voyait bien que le désespoir s'était emparé de lui. À 47 ans, Hugh était encore un homme d'action. Voir son rêve s'envoler du jour au lendemain était un coup dur. Et au vu de son âge assez avancé, il savait qu'il aurait beaucoup de mal à trouver un nouveau travail. Subvenir aux besoins de sa famille pendant encore quelques années avec de simples indemnités de chômage allait être une épreuve pour tout le monde. Léo ne put que lui retourner un sourire gêné. Hugh le remarqua et comprit ce que ressentait son fils. « Oh, pas grave, on survivra, ne t'inquiète pas. C'est sûr que ce serait mieux si on pouvait gagner de quoi sortir plus régulièrement, mais bon, on fera sans. » Puis, pour essayer de changer de sujet, il demanda maladroitement. « Sinon, ta journée s'est bien passée ?» Léo ne pouvait plus rester silencieux. Il devait parler et, si possible, essayer d'égayer la maison. Oui, ça s'est bien passé. J'ai vu des trucs et c'était sympa. » C'est pas suffisant, il faut faire diversion. Oh, et sinon, on m'a montré une vidéo sur le net d'un truc adorable. Faudrait vraiment que je vous le montre tout à l'heure. Son père se mit à sourire. Eh bien, on verra bien. Sinon, en rentrant, j'ai tenté de jouer à l'euro-million. Il est souvent dit que la chance frappe le mieux dans les situations désespérées. Imagine que l'on gagne 130 millions. Ça le ferait pour fêter mon départ, non? On n'aurait plus à se soucier de quoi que ce soit. Elsa leva la tête et regarda son mari d'un air mélangeant surprise et une pointe d'indignation. Tu sais ce que j'en pense des jeux d'argent, Hugh. Tu peux vite y devenir accro, surtout si tu es désespéré. Tu as mis combien là-dedans? Oh, 3 fois rien, ne t'inquiète pas pour ça. Juste une mise de 2 euros, histoire de... Et puis, de plus, tu sais ce que l'on dit, des chances sur 1 million. Elsa voyait bien qu'il était honnête, mais ne put s'empêcher de montrer son inquiétude. Oui, ça a plus de chances de réussir, mais quand même, ne tombe pas là-dedans. Pas maintenant, s'il te plaît. Et si je pouvais transformer cette chance sur 1 million en une chance sur une? Léo se leva puis dit, sans réfléchir, « Je pense que je peux arranger ça. » Il partit de la salle à manger sous l'œil confus de ses parents et partit en direction de sa chambre, où il alluma son ordinateur. Le garçon ouvrit son navigateur, alla sur le site de la Française des Jeux et vérifia l'horaire du prochain tirage au sort. 23h30. Ah, et il est que 18h32. Le temps allait être long. Il sortit de sa chambre et se prépara pour aller au bureau de tabac, sachant qu'il fermerait vers 19h. Il informa ses parents de sa sortie, prétextant qu'il allait doubler leurs chances de réussite. Sa mère protesta, mais accepta non sans réticence lorsque son mari rétorqua que la situation était tellement mauvaise qu'il y avait des chances pour que cela marche. Et de toute façon, Léo était majeur, donc libre de faire ce qu'il voulait. À 18h49, Léo entra dans le bureau de tabac, et à 18h53, il avait soumis son premier bulletin de réponse. Et même si celui-là n'était pas gagnant, le garçon savait que le suivant allait très certainement l'être.
Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes deux dans le même univers et vous voulez tous les deux avoir un nom différent pour ne pas perdre un de vos futurs lecteurs, c'est bien ça? Le dieu, s'adressant aux deux Stan, avait le crâne rasé, une petite moustache longue et fine, ainsi qu'une toge d'un jaune éclatant. Maya observa les deux énergumènes en face de lui, par-dessus ses petites lunettes rondes, d'un air circonspect, quoique dubitatif. Le double de Stan le plus ancien prit la parole. En effet, mais le seul problème, c'est que l'on n'arrive pas à se départager. On a tenté de se départager à la loyale, mais ça n'a pas marché. On a même essayé la chance et elle nous a rayonné. Son double reprit. Enfin bref, si on vient ici, c'est pour que vous nous aidiez, autrement on sera condamné à nous battre pour le restant de nos vies. Maya souffla longuement du nez et marcha devant les deux dieux dans cette relativement petite et très sommaire maison. Enfin, tellement sommaire en fait que le sol en pierre brune n'était pas décoré et que les meubles étaient inexistants. Les murs aussi étaient inexistants, car en dehors des 7 piliers semblant soutenir le toit, on pouvait aisément voir le ciel bleu et sentir un vent relativement fort souffler. Et si ce n'était pour les 3 trappes menant au monde extérieur, au quartier du dieu moine et au couloir divin, on aurait pu croire que Maya dormait à même le sol. Aucun signe ne montrait qu'une bibliothèque divine était à sa disposition, la raison étant que les piliers étaient la bibliothèque. Mélangeant finement or et marbre dans un entrelacement sophistiqué, des mots y étaient gravés. Ils racontaient les vies des protégés du dieu moine. Le Stan Squatter s'était risqué à regarder par-delà les murs et fut surpris de ne pas voir le sol. Quiconque oserait essayer de sauter verrait sa vie conclue par une sacrée chute. Et une de celles que l'on ne considère pas drôle, bien évidemment. Maya replaça correctement ses lunettes sur son nez, puis dit, souriant « Vu que vous aimez tellement ce nom, pourquoi ne pas choisir Stan 1 et Stan 2 ?»« Haha, très drôle !» dirent les deux hommes en même temps, puis le double à gauche de Maya dit « Non mais plus sérieusement, on a envisagé Edgar, sauf que l'on aime tous les deux ce prénom et que ça n'est pas très symbolique. » Peut-être pas dans votre univers, mais vous devriez savoir que Edgar est une divinité crainte dans tout un pan du multivers. De même que Johnson, donc... Il se mit à nouveau à sourire, puis pointa le Stan à sa gauche. « Toi, tu seras Johnson. Et toi... » Il pointa celui à sa droite qui se mit à sourire. « Tu seras Gaelnor. » La joie du nouvellement baptisé Gaelnor disparut en un instant. Je pensais que vous alliez m'appeler Edgar. » Non, toi tu seras Gaelnor, parce que de 1, si je t'avais appelé Edgar, Johnson aurait été jaloux. Et de 2, tu as une tête à t'appeler Gaelnor. Les nouvellement appelés Johnson et Gaelnor s'observèrent mutuellement, puis Johnson se mit à rire. C'est vrai que tu as une tête de... Oh oui, bon, ça va, espèce de pilote de l'air à 2 sesterces. Maya stoppa net le conflit naissant. Pour ce calme, ma décision a été prise, elle est finale, et vous porterez tous les deux vos noms. Maintenant, vous allez m'expliquer pourquoi vous êtes deux à vivre dans le même univers et pourquoi celle de l'un de vous deux a été abandonnée. Johnson pointa son collègue du doigt. C'est lui qui est venu squatter chez moi. Le regard de Maya se dirigea alors vers Gaelnor. Alors ? L'homme placé sur la sellette n'aimait pas être de manière aussi soudaine au centre de l'attention. Eh bien en fait, c'est que j'ai... Non mais je n'ai pas envie de m'occuper d'un univers entièrement constitué de lapins. Vous imaginez ce que ça pourrait être, de vivre à ne surveiller que des animaux capables de ne manger que de l'herbe et de se reproduire à longueur de journée? Il avait un point et Maya ne vit pas trop quoi répondre. Gaelnor continua. Et d'abord, n'y a-t-il pas des univers où les dieux sont tous ensemble, où ils font la fête et s'amusent entre eux? Certes, mais il ne s'agit pas d'univers où 2 copies exactes du même dieu vivent ensemble. Vous imaginez, vous? Une personne meurt, arrive chez vous et voit une série de dieux identiques. Comment est-elle censée réagir? Johnson décida d'intervenir. Eh bien, c'est bien simple, il nous suffit de changer des vêtements comme ça. Il claqua des doigts et se retrouva habillé avec un t-shirt noir, des baskets noires et un jean noir. Et le tour est joué, non? Gaelnor regarda son collègue avec de gros yeux. Johnson le remarqua, puis vit son double diriger son regard avec insistance vers ses mains qui n'étaient plus gantées. Oh, Oups. Maya avait aussi remarqué ce petit détail, et son expression passa du calme serein à l'horreur la plus pure. Mais que vous est-il arrivé? Avez-vous... Johnson se changea à nouveau dans l'instant pour reprendre son apparence normale. Gaelnor prit la parole. Oui, mais non en fait. C'était un simple accident et... Sa voix partit dans les méandres du silence lorsqu'il vit le moine pris d'un spasme. Vous savez... Faites passer un impur. Puis la peur fit place à la fureur. Je ne tolérerai aucun écart de pureté ici. Sortez d'ici tout de suite, que je ne vous vois plus jamais de ma vie. On se tient. Gaelnor prit un Johnson paralysé par le bras, ouvrit la trappe menant au couloir et sortit de la pièce dans la plus grande hâte. Il partit d'autant plus vite lorsqu'il vit Maya se dépêcher de prendre une de ses sandalettes pour la lui lancer dessus.
Gaëlnor ouvrit la porte, sortit en la fermant précipitamment, et entendit le faible bruit de la sandalette glisser sur la trappe, puis probablement passer par-dessus le rebord à l'écoute de la vague d'insultes qui suivit. Johnson se ressaisit. « Bon, eh bien ça c'est fait. On fait quoi maintenant ?» Gaëlnor réfléchit puis dit « Bah on rentre, hein. De toute façon on a laissé notre dimension sans surveillance suffisamment longtemps. Il vaudrait mieux vérifier que rien de grave ne s'est passé. » Ouais, pas faux, en espérant que Léo n'est pas... Oh. Un mauvais pressentiment traversa les deux dieux en même temps, qui se mirent à courir en direction de leur quartier, uniquement pour y trouver une porte noire avec une tache rose naissante. Lorsque Léo eut regardé le tirage au sort à la télévision avec son père, il décida de disparaître. Bien entendu, il avait pris le soin de noter les résultats sur un bout de papier et sur sa main, au cas où, avant de remonter le temps, car il ne pouvait se résoudre de tenter l'expérience uniquement pour se rendre compte que soit le morceau de papier aurait disparu, ou bien l'encre aurait été effacée de son bras. Il remonta le temps jusqu'à 18h49, où il se retrouva devant le bureau de tabac. À sa grande surprise, il remarqua que les résultats étaient restés aussi bien sur sa main gauche que sur le bout de papier qu'il avait gardé dans sa main droite. Cependant, il remarqua que les mouchoirs qu'il avait jetés un peu plus tôt dans la soirée étaient revenus, mais par terre, probablement du fait qu'ils étaient dans une position différente par rapport au moment où les mouchoirs étaient... Faudrait qu'il fasse attention avec ça, puisque s'il traversait aussi la matière, l'idée de fusionner avec des mouchoirs usagés était clairement peu ragoûtante. Sans plus réfléchir, il entra dans le bureau de tabac, remplit la grille avec les numéros du soir et la fit enregistrer auprès du guichet. Il sortit, puis comprit enfin ce qui était en train de se passer. Dans un peu plus de 4 heures, lui et sa famille seraient multimillionnaires. Un sentiment de culpabilité s'empara de lui, car il savait qu'il venait d'utiliser ses pouvoirs à des fins personnelles, mais se convainquit que c'était aussi pour la bonne cause. Sa famille serait tirée d'affaire, et il pourrait éventuellement en donner une petite partie à de bonnes œuvres. Après tout, ses pouvoirs lui avaient été donnés pour profiter au bien de l'humanité. Alors s'il pouvait faire à la fois le bien et faire plaisir à sa famille en plus de lui-même, c'était pour le mieux. Il rentra chez lui avec un grand sens du devoir accompli, inconscient du fait qu'il était le pire destructeur d'univers que même n'importe quel auteur de comics n'aurait jamais pensé créer. Les deux dieux regardaient la porte d'un air blasé. La tache rose n'était pas encore bien grosse, mais elle était suffisamment pour être remarquée. Johnson posa ses mains sur sa tête. « Oh non, 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 pas ma maison !» Gaëlnor regarda son double d'un air compatissant mais inquiet, puis, observant la tache grandissante, dit « Tu penses que Léo a... » Cela semble évident, mais pourquoi a-t-il été contraint de remonter le temps ? Peut-être faudrait-il consulter le livre tant qu'il a encore temps. Johnson jeta un œil à la porte, la tâche en occupait désormais un 8e. Tu y vas. Hé, pourquoi moi? C'est ta maison que je sache. Oui, mais c'est toi qui... Il s'arrêta voyant que l'heure n'était plus au conflit. Oh, et puis, merde... Il ouvrit la porte et dans les 30 secondes qui suivirent, il était de nouveau dans le couloir, le livre de Léo Davis à la main. Haletant, il le donna à son double. Vas-y, lis-le. Gaëlnor consulta le livre jusqu'à trouver les dernières pages écrites et se mit à le lire. Il n'eut pas le temps de le finir car le livre disparut des mains du dieu. Et... Le sale petit! Qu'est-ce qu'il y a? Il a profité de ses pouvoirs pour jouer à la loterie. 130 millions d'euros. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Aucune idée, j'ai pas eu le temps de lire pourquoi. Mais dans tous les cas, ça sent pas bon. Il faut prévenir Stan. Oui, enfin, d'abord, il faut quand même s'occuper de ce petit problème. Johnson pointa la porte du doigt. Les deux dieux luttèrent pendant 5 minutes pour empêcher aux troublants de se propager dans le multivers, tout en jouant de la musique épique dans leur tête. Lorsque la menace fut écartée, Gaëlnor dit « Bon, je vais aller chercher Stan. Toi, tu vas essayer de voir où se trouve Léo et tu nous attends avec notre nouveau double. Consulte aussi le livre, histoire d'avoir tous les détails. Avec un peu de chance, sa cause était noble. Je reviendrai avec Stan et on avisera. » Johnson acquiesça, ce sur quoi les deux hommes se séparèrent. La soirée se passa plus ou moins de la même manière que dans la précédente continuité. Léo fut accueilli par sa mère avec la même froideur, tandis que son père plaçait une partie de ses espoirs en lui. Passé la petite réprimande, le garçon tenta de changer les idées de tout le monde en leur montrant des vidéos amusantes sur le net. Puis ils mangèrent dans un meilleur état d'esprit que lorsque Léo était rentré de sa première excursion. Puis vint la fin de la soirée et le tirage au sort. Léo était dans sa chambre en train de visiter divers forums lorsque son père l'appela depuis le salon. « Léo, c'est l'heure du tirage au sort !»« J'arrive !»
Le garçon prit le ticket qu'il avait laissé juste à côté de son écran d'ordinateur, puis se dirigea vers le salon. La présentatrice débitait son habituel discours censé faire espérer et rejouer des milliers de joueurs, et présentait la machine qui allait changer la vie d'une personne ou plus. Léo s'arrêta dans l'encadrement de la porte et vit son père assis sur le canapé, légèrement penché en avant, hypnotisé par les boules qui bougeaient à l'écran. Premier numéro, le 13. Hugh regarda son ticket et pesta. « Bon, ce n'est pas avec moi que l'on deviendra millionnaire. » Léo posa son regard sur le sien et, comme prévu, le 13 était là. Il entra dans la pièce et tendit le ticket à son père. « Tiens, voilà mon petit cadeau. » Puis il partit dans la cuisine. Son père le regarda, surpris. « Hé, mais où vas-tu » Deuxième numéro, le 23. Hugh regarda le ticket et vit avec surprise que le chiffre y était. Depuis le couloir, il entendit son fils dire « Je vais me servir un verre dans la cuisine. J'ai pas envie de porter malheur. » Elsa était dans la cuisine en train de se servir une tasse de thé. Lorsqu'elle vit son fils entrer, elle lui demanda, avec une pointe de surprise et de mécontentement mêlé, « Et alors, tu ne regardes pas le tirage au sort ?»« Non, pas besoin. » Léo prit le verre qu'il avait utilisé lors du repas, puis prit une bouteille de coca dans le réfrigérateur. Il se versa un verre et entendit son père devenir hystérique à l'annonce du 5e chiffre. « Léo, viens voir, c'est complètement fou !» Elsa quitta la pièce, curieuse de voir ce qu'il se passait. De son côté, le garçon porta le verre à ses lèvres et se mit à murmurer « 5, 4, 3, 2, 1... »« Oh my God, Léo, come here right now! We're rich! Rich !» Léo sortit de la cuisine, son verre à la main, et marcha tranquillement vers le salon. Lorsqu'il arriva, il aperçut sa mère en larmes dans les bras de son père qui le vit arriver. Son visage était radieux et témoignait d'un poids qui venait de lui être enlevé. Mission accomplie. Léo sourit.